Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons découvrir ensemble aujourd'hui Adonis.js. Alors Adonis.js est un framework Node.js qui permet de développer des applications web, API ou en invite de commande si on le souhaite. Il vous offre plusieurs outils déjà de base. C'est un framework monolithique qui permet donc de partir sur une architecture déjà existante de plusieurs composants, contrairement à Express qui lui il vient avec une approche très simpliste des choses et il vous offre la possibilité de composer votre propre application et framework, ce genre de choses. Donc ici sur Adonis.js, l'objectif ici c'est d'aller plus vite au niveau des outils de développement de votre application. Il vous offre déjà plein d'outils ici au niveau de l'architecture de votre projet qui ressemble beaucoup d'ailleurs à Laravel. Aujourd'hui par exemple, si je pars sur un projet on va dire Node.js, j'utilise soit Adonis soit du Nest qui se rapproche beaucoup plus à la philosophie de Laravel, notamment l'utilisation des injections de dépendances, l'architecture déjà des dossiers, et puis l'utilisation des helpers, et puis notamment il a également un système de template engine ici qui ressemble beaucoup à Blade. On aura l'occasion de voir cela tout de suite. Donc sans plus tarder, ce que je vous propose ici, c'est d'installer, déjà on va voir quelques fonctionnalités qu'il nous offre ici. On a donc la possibilité d'avoir ici un routeur, on n'a pas besoin de configurer nous-mêmes le routeur, ce genre de choses. Et donc une fois installé le projet, on a directement des fichiers où on peut écrire directement nos différentes routes et les actions qui vont avec. On a la notion de contrôleur ici, l'upload des fichiers, la validation également, et puis on a ce template engine donc comme je disais tout à l'heure ici qui permet de rendre ici dynamique en quelque sorte les données qu'on rend de nos différentes pages HTML, ce genre de choses qui ressemble beaucoup à Blade si vous venez donc sur du PHP Laravel. Donc ici ce que je vous propose par exemple, c'est pour ceux qui viendraient parmi vous qui ont travaillé beaucoup sur le Laravel et qui souhaitent s'intéresser au framework, on va dire, du Node.js. Donc, Adonis, c'est une bonne approche ici qui ressemble beaucoup à Laravel et il permet donc c'est presque la même philosophie, en tout cas de base. Ils se sont inspirés beaucoup de Laravel ici pour essayer de rendre ici Adonis beaucoup plus accessible aux développeurs, par exemple, qui viendraient du PHP ou d'autres frameworks PHP, en fait, ou Symfony, ce genre de choses. Donc ici, sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de venir au niveau de la documentation, à l'introduction ici. Alors Adonis, c'est un framework qui est la version 5 ici. Alors comme vous pouvez le voir ici au niveau de l'écran en haut, Adonis V6, elle est en cours de développement, elle n'est pas encore accessible. Alors j'ai attendu quelques semaines pour pouvoir faire la présentation, mais finalement ça prend beaucoup de temps. Donc il y a certains parmi vous qui m'ont demandé de faire de la présentation de Express, donc je me suis dit je vais donner rapidement une alternative ici de Adonis.js et peut-être plus tard on présentera également Nest.js. Et donc ici, ce que je vous propose ici, donc comme je disais, on a la partie TypeScript ici qui est importante, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un niveau très élevé en TypeScript, ce genre de choses. C'est juste qu'il faut avoir quelques notions de base de TypeScript et avoir un bon niveau en JavaScript, normalement ça devrait y aller. Et puis donc il faut avoir également la logique derrière les applications Node.js, notamment sur la notion de event loop, parce que par exemple sur du PHP, en tout cas le FPM, il permet de, par exemple, lorsqu'une requête arrive à PHP sur notre application PHP, par exemple Laravel, donc le serveur il le traite du début à la fin. Par contre, sur Node.js, on a cette notion ici des event loop en fait qui permet d'utiliser des services de façon asynchrone en fait. Notamment si on essaie d'accéder, si une requête essaie d'accéder à une ressource en particulier, en attendant le serveur web en fait, il va s'occuper d'une autre requête en attendant que cette la requête qui accède à la ressource puisse être utilisable, ce genre de choses. Donc il y a cette organisation qui diffère un petit peu, donc normalement ça devrait y aller, on n'aurait pas beaucoup de soucis à se faire à ces niveaux-là. Donc je vais venir au niveau de la partie installation ici, alors qui prend un petit peu de temps bizarrement, je sais pas si c'est ma connexion ou... Ok, là c'est bon. Donc il faut avoir une version Node.js. Donc ce que je vais faire ici, je vais revenir au niveau de mon invite de commande ici. Je peux vous montrer ici la version que j'ai à ce moment, j'ai la V18 en fait. Donc, je pense que la V20 elle existe déjà, mais je sais pas si elle est en LTS ou pas. Donc il faut avoir minimum la version 14 ici de Node.js ici, et puis normalement pour le reste ça devrait y aller. Alors comme vous pouvez le voir ici, Adonis.js il vous propose plusieurs skeletons de base déjà. On a la partie web ici qui permet de
de vous offrir notamment ici le template engine ici et quelques supports au niveau des sessions, ce genre de choses pour pouvoir vous authentifier rapidement. Il offre également une architecture, un autre skeleton ici API qui lui est dépourvu des sessions et d'autres template engine, ce genre de choses qu'on n'aura pas forcément besoin si on développe uniquement une API. Donc vous pouvez également partir sur cette version slim là qui permettra de composer vous-même vos différents composants. Donc vous rajoutez les différents modules que vous souhaitez. Donc comme on va le voir ici, ce que je vous propose ici, on va utiliser la version Yarn. Ce que je vais faire ici, donc je vais venir au niveau de mon terminal, je vais créer ici un projet. Alors on va faire ici Adonis Introduction. Par exemple, quelque chose comme ça. Et puis, en attendant l'installation, alors là, il va me demander, donc, on va partir sur la version web ici pour pouvoir tester rapidement les choses. Ici, on fera pas des grands trucs. Alors ici, le ESLint, on s'en fout un petit peu. Le Prettier non plus. Ah mince, on peut pas le changer bien. C'est pas grave. Donc, on va faire non. Et ça, c'est pour la compilation des assets ici. Il utilise encore ici pour compilation des assets, notamment si vous êtes sur du Symfony, vous aurez dû rencontrer ce package-là. Il utilise donc ce même package que Symfony pour pouvoir compiler ici vos différents assets de front-end. Pour le moment, il n'utilise pas Vite. J'ai un autre projet, par exemple, sur lequel j'ai été obligé donc de changer cela ou pour le forcer ici d'utiliser Vite pour la compilation au lieu de Webpack pour accélérer ici la phase de développement. Mais pour le moment, nous, ce qu'on va utiliser dans cette vidéo, on va aller de façon très simpliste de ce qu'il nous offre déjà de base. Donc là, ce que je vais faire, je vais installer le encore ici pour compiler nos différents assets. Puis comme ça nous permettra d'aller plus vite. En attendant également, ce que je souhaite faire, alors là, il va vous demander tout ce genre de choses là. Ça, c'est pour lancer le serveur de dev. Donc là, normalement, ça prend un petit peu de temps. Et puis, je pense que je vais installer également Tailwind. Donc si on vient sur Tailwind ici, on vient sur la version Framework Guides ici. On retrouve ici plusieurs frameworks. On a donc ici Adonis.js qui permet donc de configurer notre application ici rapidement. Donc en attendant, je sais pas si il prend un petit peu de temps. Donc en attendant, si je reviens au niveau de cette partie-là, on a donc plusieurs concepts ici qu'on va essayer de couvrir dans cette vidéo. Nous avons parlé notamment du système de routage ici et des contrôleurs, des requests, ce genre de choses. Et puis le template engine ici qui permet donc d'afficher les différentes pages, de faire le rendu plutôt de nos différentes pages Edge, donc qui ressemble un petit peu à Blade. Et puis on verra plus tard d'utiliser également ici le système d'ORM ici qu'il nous offre, et avec les databases, les migrations, ce genre de choses, les seeders, ce genre de choses. Donc franchement, ça ressemble beaucoup plus à du Laravel. Si vous venez du PHP Laravel et que vous souhaitez commencer d'utiliser des applications sur du Node.js, donc Adonis, ça peut être une très bonne approche en tout cas pour débuter sur cela. Donc là, je vais ouvrir mon dossier ici, mon projet, et puis l'invite de commande ici, je peux le kill. Et puis là, on sera parti ici. Donc, sans plus tarder, ce que je peux faire ici maintenant, on peut donc voir ici au niveau de cette partie de l'éditeur ici, les différents dossiers ici qui ressemblent beaucoup à nos différents dossiers de Laravel. Donc on a notamment ce fameux dossier app ici où on a plusieurs dossiers de base sur Laravel, l'équivalent de Laravel. On a le dossier app, c'est là où doit résider en quelque sorte notre application, la logique, les différentes logiques de notre application, notamment les contrôleurs, les exceptions, les différentes services, ce genre de choses. Et ici, nous avons donc le dossier de commande. Alors habituellement sur Laravel, on a le dossier de commande, il est situé dans ce dossier-là, app en fait. Mais nous, ici sur Adonis, ils ont décidé de le mettre ici, mais de façon générale, le fonctionnement, c'est pareil ici. On a le dossier de configuration ici qui permet de configurer les différents services, les cores, les body parsers, ce genre de choses ici pour parser les différentes données qui viennent du navigateur, ce genre de choses, les hashes. Et il y a tout un tas de choses ici qu'on pourra customiser à ce niveau-là. Et puis nous avons également les variables d'environnement ici qui de façon générale sont utilisées pour alimenter ces différentes
fichier de configuration. Nous avons les contrats ici, ça c'est en quelque sorte des helpers pour le typage ici lorsqu'on développe. Ça permet donc de rajouter un système de typage ici pour déclarer par exemple les différents modules, pour rajouter une surcouche ici de typage des éléments qui n'existaient pas de base de notre framework. Et puis je pense que c'est un petit peu tout. Les providers, de façon habituelle également, Laravel, on a donc le système de provider ici qui permet d'injecter des services, des utilitaires, ce genre de choses dans notre application. Donc on peut également le définir dans ce dossier-là. Sur Laravel, en comparaison avec Laravel, ce provider-là, il est dans le dossier de app. Donc nous avons donc le dossier public ici, le point d'entrée public, et puis nous avons le dossier ressources ici où il y a le fichier de JS ici pour l'interaction avec les différentes pages, et puis les views ici qui donnent donc alors là, j'ai pas la coloration bien comme il faut. Il me semble qu'on peut rajouter peut-être un plugin ou un truc comme ça au niveau de IntelliJ. Alors, si je regarde ici, plugins, je sais pas s'il y a un plugin. J'ai l'habitude d'utiliser du Adonis installed. Adonis, on n'en a pas. Il me semble qu'on peut le customiser, sinon on peut faire du HTML et puis à ce niveau-là dire que c'est du HTML. Alors je sais plus comment l'intégrer en fait. Color schema, tac. Ici peut-être. Alors, j'ai pas trop l'autocomplétion ici, ça m'embête un petit peu au niveau de IDEA. En fait, ils n'ont pas de plugin ici en fait. Au niveau d'IntelliJ. Et ça, c'est un petit peu embêtant parce que la coloration, elle n'y est pas en fait. Mais bon, c'est pas grave, pour le moment, on ne passera pas beaucoup de temps de toute façon ici. Donc ici, nous avons la partie vue ici qui montre ici les différentes pages. Et puis nous avons notre point d'entrée ici, des routes, notamment ici où on peut définir nos différentes routes à cet endroit-là. Lorsqu'une requête arrive, elle va donc elle va rentrer à ce niveau-là. Et puis nous avons donc le dossier de test ici, unitaire et fonctionnel ici. Donc sans plus tarder, ce que je vous propose ici, c'est de lancer la commande ici qui permet donc de lancer, d'exécuter ici notre application. Donc ce que je vais faire ici, alors c'est serve, il me semble. Si. Ah oui, ok. Donc c'est serve, bien entendu, je ne m'étais pas trompé. Donc là, on voit bien que ça marche bien. Donc là, ce qu'il nous dit, le point d'entrée ici, c'est dans le dossier start ici, dans le fichier de route. Et puis cette page-là, en fait, c'est la page de welcome qu'on a vu tout à l'heure. Et puis là, c'est les liens pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Donc sans plus tarder, ce que je vous propose ici, c'est déjà d'utiliser ici, on va créer quelques migrations ici, on va faire des factories pour pouvoir afficher une liste d'utilisateurs de façon rapide sans prendre beaucoup de temps. Donc ce que je vous propose ici, alors je ne sais pas si on le fait maintenant ou pas, la partie Tailwind ici. Je vais commencer par faire la partie Tailwind, comme ça nous débarrasse au moins cette partie-là pour les assets. Alors je vais couper ici le serveur de dev, donc je vais faire un yarn add de ça, et on aura donc le fichier de config également à générer, également, et puis là au niveau de encore ici, ce que je vais faire au niveau du fichier de configuration de Webpack, on a donc une ligne ici pour afficher, ici autoriser la compilation ici des différents de post CSS. Donc voilà, et puis dans notre fichier de configuration, ce que je vais faire, donc je vais rajouter cela. Donc j'aurai donc Tailwind, CSS, quelque chose comme ça, et puis je vais mettre ça dans mon fichier de config. Voilà, fix current file plutôt, et puis dans notre app.css, je vais donc inclure également cela, donc app.css. Je pense que j'ai envie de peut-être tout enlever, mais pour le moment je vais juste laisser ça, et puis là ça nous permettra donc d'avoir cela ici, notre
Welcome ici. Alors, dans notre application normale, à la page ici de Welcome qu'on a vu tout à l'heure, il faut bien entendu mettre cela ici pour qu'il puisse injecter les styles en fait. Donc, ce que je vais faire ici, je vais donc repartir dans cette page de Welcome ici et on voit bien que la partie style, elle est injectée et puis normalement, ça devrait continuer à fonctionner. Et ici, si je fais... alors, c'est un petit peu embêtant ça, classe... léger, si je fais black, et je reviens ici au niveau de notre application. Alors là, j'avais coupé le serveur bien entendu. Ce que je vais faire donc, j'ai de redémarrer ici le serveur. Donc c'était dev, ok. Donc on voit bien la couleur, elle marche, donc Stylewind, il marche bien entendu ici, donc c'est top. Ce que je vais faire, je vais revenir ici au niveau de ce fichier-là, et puis je vais tout enlever, tout ce qui n'est pas de Tailwind CSS. Là, il va recompiler, et puis afficher notre code ici. Donc, sans plus tarder, ce que je vous propose ici maintenant, c'est de jouer un petit peu avec les différentes notions de notre framework, notamment ici créer des migrations, créer des tables d'utilisateurs, ce genre de choses, et puis pouvoir les afficher et explorer d'autres fonctionnalités, notamment le système de routage, le contrôleur, et puis la base des données, et puis on verra donc si le temps nous permet les validations et les middleware, ce genre de choses. Donc ici, ce que je vais commencer par faire, donc je vais revenir à cet endroit-là. Alors je sais pas si... Je vais aller dans le package ici, et puis je vais lancer cette commande-là depuis mon éditeur. Comme ça, je peux le couper comme je le souhaite après. Donc voilà, ce que je vous propose ici, donc si je viens au niveau de l'installation ici, on a la partie database ici, si je viens ici, il faudrait donc qu'on rajoute le module en quelque sorte, le CDC qui permet de gérer la base de données. Alors par défaut, comme je disais au début, il a une approche un petit peu modulaire ici, où il a plein de composants, il nous offre donc de les encapsuler au fur et à mesure de nos besoins en fait. Donc ce qu'on a ici, par exemple, je peux rajouter l'ORM ici, Lucid, c'est un petit peu comme Eloquent en Laravel. Donc ou type ORM ça c'est un autre ORM de Node.js en fait. Donc là ce qu'on peut faire ici c'est de faire un node, il y a un add de ça et puis on a la commande de configuration ici, node ace configure. Alors le ace ici, si je viens au niveau de l'architecture, au niveau de l'arborescence ici plutôt, ce que je peux faire ici, on a un fichier ici qui s'appelle ace en fait, celui-là. Donc celui-là, il permet donc d'exécuter en quelque sorte les commandes de notre application, les commandes Adonis. C'est un petit peu comme le fichier artisan de PHP. Donc ici, ce que je peux faire, par exemple, on a le node i, si je lance juste ça, alors je pense que je vais mettre ici, comme ça on aura en longueur, comme ça c'est beaucoup plus simple, je pense, pour la lecture. Donc là, je peux le lancer en faisant quelque chose node ice, quelque chose comme ceci. Si je fais ça, on aura la liste de toutes les commandes disponibles ici de notre application. Alors Adonis il nous offre déjà plein de commandes de base sur lesquelles on peut customiser et rajouter nos propres commandes plus tard si on le souhaite ou pas. Donc ici on a plusieurs commandes ici. Pour le moment on voit qu'il n'y a pas la partie modèle, migration, ce genre de choses. Donc ce que je vous propose ici, on a donc le module ici, vu qu'il n'est pas configuré. Pour le configurer, on a juste à taper donc cette commande là. Alors si vous me voyez au cas où faire juste du ace ici, c'est parce que moi vu que je l'utilise souvent, j'ai un alias en fait qui fait ça. Donc j'ai un alias ici qui s'appelle alias ici, je peux faire un grep de ace par exemple, comme ça j'avais fait node ace ici, au lieu de taper node ace à chaque fois j'ai juste à faire ace en fait, comme ça c'est pareil pour moi, ça me permet d'aller plus vite en fait lors de mes devs. Donc ici par exemple je peux donc configurer cette partie là en tapant cette commande là, donc je peux faire node ace ici, et puis là elle va me demander de choisir ici notre client de base de données, ce genre de choses, et puis là moi je pense que je vais partir sur du SQLite ici pour nous simplifier les choses, et vous aurez juste à choisir le client qui vous conviendra le mieux, et puis lui vous pouvez en sélectionner plusieurs, par exemple là on peut en sélectionner les deux là, ce genre de choses, mais moi pour éviter qu'il m'installe d'autres drivers, ce genre de choses, donc je vais rester sur du SQLite et partir sur ça. Et là du coup ce qu'il va faire, il va créer donc le fichier de configuration de la base des données. Donc si je reviens ici au niveau des configs ici, on aura donc un nouveau fichier ici, database, où il va rajouter ce fichier là, et puis il va rajouter ici une colonne ici pour notre
notre configuration SQLite. Donc voilà, et puis dans le fichier environnement, il va rajouter donc cette clé-là. Alors il y a une clé ici qui permet donc de donner la connexion ici de SQLite. Alors si je vais dans le point env ici, dans le point env, il a rajouté cela en fait, cette clé-là. Alors ce qu'il nous dit ici, là il a fini de configurer cette partie-là, il a rajouté les différents specs dans les Adonis SRC JSON. Et puis là il me demande juste ce qui manque ici, c'est de donner les directives qui restent au cas où si on veut aller plus loin pour pouvoir les instructions en fait pour pouvoir rajouter cela si jamais parfois il n'a pas réussi de le faire de façon manuelle. Donc si je fais terminal ici, il va m'afficher ici les instructions, les différentes instructions à mettre en place. Alors ici il y a plusieurs clients, nous on n'a pas choisi MySQL et autres, c'est juste qu'il nous explique comment ça fonctionne en quelque sorte vu que c'est la commande de configuration. Là c'est en fonction du client, mais nous vu qu'on n'utilise que du SQLite, on a juste besoin de la connexion et puis mettre cela dans notre point env TS ici, à cet endroit-là. Donc je vais aller dans ce fichier-là et faire .env plutôt, c'est pas .env TS, celui-là. Et puis là, on aura donc notre clé à rajouter à ce niveau-là pour qu'il puisse utiliser ici la clé, pour qu'il puisse la rendre required en quelque sorte lors de la lecture de ce fichier-là. Donc, pour qu'on puisse lire ici nos différentes variables d'environnement dans notre application, il ne suffit pas juste de mettre la clé ici et appeler env ici sur Adonis. Il faut bien entendu la mettre à ce niveau-là et dire que par exemple cette clé-là elle est requise. Le schéma tout court ici, je pense qu'il y en a une partie optional, par exemple quelque chose comme ça. Alors, on peut faire, je pense, string et optional. Ou un truc comme ça. Alors, à l'intérieur peut-être du string, il me semble. On peut donc avoir des paramètres ici et il me semble qu'il y a une règle ici qui permet de le rendre optionnel, il me semble. Donc, voilà, c'est ça. On a quelque chose comme ça, string.optional, et puis là, ce sera pas requis. Mais si on fait juste string, par exemple, cette valeur-là, elle ne sera pas vide, en fait. Lorsqu'il va lire notre application ou lorsqu'elle sera déployée, il attend que cette valeur-là, qu'elle soit bien renseignée, en fait, pour que ça marche. Donc ici, on a donc mis ce qui nous intéresse ici, et puis pour le reste, ici, c'est si on avait choisi ce client-là, MySQL ou Postgres ou Oracle, ce genre de choses. Donc là, ça ne nous intéresse pas pour le moment, on va laisser ça tel qu'il est. Et puis, ce qu'on a également, là, il nous a rajouté ça, il nous dit ici comment ça fonctionne, on a fini de rajouter les différentes rôles. Et normalement, là, du coup, c'est bon, on peut donc utiliser notre application. Ce que je vais faire ici, si je viens donc, je fais ICE maintenant, tout court, on verra donc notre modèle ici, make modèle ici, make migration, make seeder ici, il y a tout un tas de choses ici qui n'y étaient pas, donc on peut utiliser directement ici dans notre application. Donc, sans plus tarder, ce que je vous propose ici, si par exemple ici, je vais donc créer un modèle user, mais d'abord je vais fermer toute cette partie-là, comme ça aère un petit peu notre éditeur. Donc là aussi, je vais tout plier, je vais déplier ici la racine, et puis lorsque je viens au niveau de database ici, il y a juste ce fichier-là de factories de base. Donc il est vide et tout est vide ici de façon initiale en fait. Donc ici, ce que je vous propose, c'est de créer ici par exemple un modèle user. Donc on peut faire ici make model user. Et puis si je fais H ici, on verra toutes les différentes options en fait qu'il nous offre également, un petit peu comme Artisan. Donc là, on a donc les différentes options. On peut rajouter ici la migration de la factories et le contrôleur par exemple de ce modèle-là. Donc ce que je peux faire ici, je peux faire ça. Et là, il va me créer donc, on peut regarder ici dans notre database, il a rajouté ici un fichier migrations ici. Et puis qui nous permet donc d'avoir cette méthode, les deux méthodes, le up and down qu'on a également sur du Laravel. Et également, on a donc la partie table ici qu'on peut définir nos différents specs également. Donc là, ce que je peux faire, c'est déjà de créer notre modèle. Supposons qu'on ait un name, email, et password peut-être, remember me token, je sais pas. Et on peut se limiter à ça. Et puis, ce qu'on peut également avoir, on peut créer peut-être même un seeder et un factories, mais avant cela, on va repartir d'un autre modèle à cet endroit-là. Donc, je vais ouvrir ce fichier-là. Tac, user,
ici, et nous avons donc les différentes, notre modèle ici en quelque sorte. Donc comme on peut le voir ici, c'est le RM ici de Lucid en fait. Donc là, pour définir ici les propriétés de façon rapidement, on ne va pas rentrer trop dans les détails, on va juste faire utiliser cette annotation ici des colonnes. Dans Laravel, ce qu'on a, l'équivalent, ce serait donc d'utiliser ici, déclarer les différentes propriétés dans un fillable ou dans un guard ici pour pouvoir autoriser ce qu'on assigne mass assignable ou pas. Donc ici, on a juste à définir ici les colonnes et puis on peut donc faire des spécifications à ce niveau-là, par exemple. Donc voilà, on a donc le name et puis on peut rajouter ici notre email et puis on avait quoi d'autre? On avait notre password et remember me, il me semble. Donc celui-là, il est bien nullable comme on peut le voir et il était nullable dans la migration ici. Donc il peut être optionnel ici. L'avantage d'utiliser ça, je pense que même dans les prochaines versions de Laravel, ce qu'ils vont faire, ils vont passer en utilisant ici des attributs en fait, un petit peu comme les annotations ici qu'on a. Et puis je pense que c'est tout pour ce modèle-là. On peut rajouter d'autres méthodes si on souhaite faire des trucs en particulier, ce genre de choses ici. Donc sans plus tarder, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va créer maintenant une factory ici en fait. On avait créé plutôt la factory au niveau de la commande. Lorsqu'on l'a lancé ici, on a donc le user factory à cet endroit-là. Donc ce que je vais faire ici, l'avantage d'utiliser donc du TypeScript ici, c'est qu'il nous dit que le type de retour, par exemple, ici, il attend un user seeder, ici, par exemple, le define ici, en quelque sorte, il attend des propriétés ici, par exemple, si je fais ici test, par exemple, quelque chose comme ça, il va pas trop aimer parce que, alors là, je vais tout reformater, il va pas aimer parce qu'il attend que ce test-là, il me dit qu'il n'existe pas dans la déclaration de l'utilisateur. Donc, il faut bien entendu donner les différentes propriétés qui sont déjà définies dans notre modèle user ici, dans les colonnes en fait. Donc là, ce que je peux faire, c'est de donner ici, alors il me semble qu'au lieu de name ici, celui-là, il est déprécié, c'est person, ouais, ok, c'est person, first name, et puis là, on peut faire email, pareil, password, et puis pour le reste, c'était un remember me, on peut le laisser tel qu'il est. Et voilà, donc là, on peut faire également quelque chose comme ça. Donc ici, ce qu'on a, on a donc notre faker, notre user factory ici qui est bien paramétré. Ce que je peux faire maintenant, c'est de rajouter un seeder. Donc si je lance juste ace ici, on avait une commande ici qui me permet de faire cela. Donc on peut faire un make seeder. Donc je peux faire ace make seeder ici, et puis là, on a juste à donner user seeder par exemple, ou database seeder ici de façon générale, database seeder comme ça. Si on souhaite utiliser pour d'autres trucs en fait. Donc voilà. Alors contrairement à Laravel par exemple, à chaque seeder qu'on met en place, en fait, il doit tous les parcourir. On n'est pas obligé d'avoir juste une classe et ne pas l'avoir. C'est pourquoi en fait, par exemple sur de Laravel de base, lorsqu'on a le point d'entrée ici des seeders ici, c'est le database seeder. Et puis après, on a besoin d'appeler les autres seeders, ce genre de choses. On peut toujours aussi le changer au niveau de l'appel de la commande, mais de façon générale, c'était ça. Et par contre, ici, lorsqu'on rajoute ici un autre seeder, il va donc tous les parcourir et tous les exécuter. On n'a pas besoin d'appeler un autre seeder dans un autre seeder, en fait. Donc c'est quelque chose à tenir en compte. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est d'appeler notre user factory ici. On voit bien qu'il est exporté. Donc, je vais venir ici, le user factory ici. Il est importé, donc on peut créer, par exemple, ici, 10 utilisateurs. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, c'est quelque chose ici, c'est un appel ici asynchrone. Donc, on va mettre ici un await ici pour pouvoir gérer cela. Donc là, tac, je vais venir ici, je vais fixer cela, et puis normalement, c'est bon. Maintenant, je pense que là, du coup, on est bon. On a juste à lancer maintenant la commande ici de migration. Donc, si je fais ace ici, on a la commande ici qui permet de lancer les migrations. Et puis, si on souhaite refresh tout ce qu'on a, on peut donc mettre le refresh ici ou le fresh ici, qui permet d'écraser et de tout refaire en fait. Donc là, on peut faire ace, soit refresh ou fresh.
Je vais rester sur du fresh. Et puis cette commande-là, elle a également d'autres options. Ici, on peut choisir les connexions sur une base SQLite, MySQL qu'on aurait configuré au début, ce genre de choses. Donc là, ce que je vais faire, je vais rajouter l'option seed ici qui permet de faire les deux en même temps. On a toujours la possibilité de lancer les seeds ici en faisant quelque chose DB seed en fait. Donc ça, il n'y aura aucun problème à ce niveau-là. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est migration. Alors c'était migration fresh ici. Et puis là, on rajoute donc l'option seed ici qui permet donc d'alimenter notre base de données. Donc là, on voit qu'il a fait la migration de notre table utilisateur. Il a donc également complété ici le seed ici de notre database seeder. Donc si je viens au niveau de notre database ici, je vais donc créer le fichier, je vais donc importer le fichier. Alors le fichier, comme dans la configuration qu'on a vu tout à l'heure, en fait le fichier il s'appelle dbsql3 ici par défaut. On peut le changer si on le souhaite. Alors pour le changer, on peut venir ici au niveau de notre database à cet endroit-là, dans la configuration du database. Je vais juste couper ça. On a donc notre file à cet endroit-là. On a donc la possibilité de le modifier si on le souhaite, mais en attendant, on va le laisser juste comme ça. Ici, du coup, et maintenant, ce que je vais faire, je vais importer donc ce fichier-là, juste pour qu'on puisse le visualiser. Donc là, on a quelque chose comme ça. Tac, tac, tac. Project. Adonis. Donc là, nous avons ici dans database, non, c'était dans le fichier temporaire. Ici, on a donc notre fichier dbsql3. Donc là, si je fais ça, normalement, on peut tester la connexion, tout devrait marcher. Et puis, donc là, on est bon a priori. Donc là, si j'ouvre ici, on aura donc notre table user ici. Alors, il y a d'autres tables ici qui permettent donc de gérer ici l'historisation, les migrations, ce genre de choses. Donc là, on va juste lancer ça, ouvrir cette table-là. Comme on peut le voir ici, alors je vais réduire ça, c'est un petit peu embêtant quand même. On a donc notre table ici des utilisateurs, par exemple, à ce niveau-là. On a le name, email, password, ce genre de choses. Alors là, je remarque qu'en fait, le password, on l'a pas haché en fait. Donc il faudrait bien entendu qu'on le hache pour que ça marche. Donc ce que je peux faire ici, c'est d'utiliser la façade ici, le hash en quelque sorte. Donc c'est celui-là, l'injection des dépendances. Donc on peut donc utiliser quelque chose comme ceci. Alors là, tac, 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 il faut qu'on fixe ici avec ESLint. Le mec ici, il me semble qu'il est... c'est une promesse en fait. Donc pour cela, il faudrait qu'on fasse le tout en fait en asynchrone. Donc là, il faudrait que je relance cette partie-là. Tac, normalement ça devrait fonctionner maintenant. Si je reviens au niveau de notre table user ici, je vais juste rafraîchir. Et puis là, on voit bien l'encryption maintenant et elle est bien établie en fait. Donc voilà, comme on peut le voir ici, on a la possibilité donc de créer notre modèle et utiliser les factories comme ce qu'on ferait sur de Laravel, le Symfony ou autre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je pense, c'est de créer une route ici pour afficher la liste de nos utilisateurs. Donc ce que je vais faire ici, il y a une commande qui permet de faire ça. On a donc Ace ici. On avait déjà un contrôleur, il me semble. On avait créé le contrôleur utilisateur. Donc le contrôleur, il est dans le fichier app. Tout à l'heure, il était vide comme vous l'aurez remarqué. Et donc on a le contrôleur ici, le dossier HTTP ici. On a donc le contrôleur user à cet endroit-là. Et puis on a la partie modèle ici, comme on a configuré tout à l'heure. Donc pour le moment, je vais revenir ici au niveau du contrôleur, et puis on peut avoir une route ici, une route index. Alors ce qui me gêne ici un petit peu chez Adonis, c'est que il ne donne pas un skeleton déjà de base de CRUD en fait de notre modèle en fait, donc c'est un petit peu quelque chose d'un petit peu subtil. Et là, ce qu'on peut faire, on a donc une method store, par exemple, pour permettre de créer ici l'utilisateur. Mais déjà, on peut également voir, il me semble, c'est d'avoir un show et quoi d'autre. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Un update. Tac, 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 et une history. Alors là, elle me donne juste des méthodes ici d'API, mais moi, ce qui m'intéresse le plus aussi, c'est d'avoir des méthodes
notamment ici pour la partie create ici, pour qu'on puisse avoir une public async create, voilà, quelque chose comme ça. Et au niveau des shows, on est bon, juste avant le update maintenant, on peut avoir la méthode edit ici, qui nous permet donc d'avoir également l'édition ici d'un utilisateur, par exemple, ce genre de choses. On va pas forcément utiliser tout ça parce que ça me prendrait beaucoup de temps, c'est juste une vidéo de présentation. Donc ici, si on souhaite par exemple afficher, appeler cette route-là, on va donc aller sur notre fichier de route. Donc comme on a vu tout à l'heure, aussi au niveau des start, ici, on a donc notre dossier qui s'appelle route, notre dossier qui s'appelle start et le fichier s'appelle route ici. Alors la racine ici tout à l'heure, comme on a vu dans notre application ici, c'est la racine qui est juste lancée ici, elle retourne donc la vue en quelque sorte ici. Mais ce qu'on a ici d'intéressant, ça ressemble beaucoup d'ailleurs à ce qu'on a avec du Laravel. Donc on a le route ici, on a donc ce route ici, on peut avoir cette ressource là directement ici. Mais juste avant d'utiliser les ressources, ce que je vous propose par exemple, on a juste pour voir la signature ici, on peut donc avoir quelque chose comme ça. On a donc notre get ici, on donne le IRI à cet endroit-là, et puis le handler. Le handler ici, comme on peut le voir, il est de plusieurs types en fait. Il est de type contexte ici de l'utilisateur ou alors un string. Si c'est un string, il faudrait qu'on définisse, par défaut, il va rechercher dans HTTP controller, dans contrôleur HTTP à cet endroit-là pour son namespace. Mais parfois aussi, on a la possibilité également, si on souhaite organiser notre code de notre façon, et il faudrait donc qu'on donne ici ce qu'on appelle ici un namespace ici pour pouvoir bien définir le dossier parent en fait de la classe qu'on appelle. Parce que en fait, ici sur du Node.js, ce n'est pas comme sur du PHP pour avoir directement l'instance de classe 2.2 pour avoir ici tout le namespace en fait. Donc c'est quelque chose qu'il faut définir de façon manuelle ici. Donc là par exemple, si je fais juste quelque chose comme ça, je vais faire une fonction ici avec des paramètres et peut-être retourner ici quelque chose hello world, quelque chose comme ça. Voilà, donc si il me semble que voilà, je vais lancer juste le serveur. Voilà, si je reviens à ce niveau-là, je peux aller sur la route /users ici. On a donc notre hello world ici qui marche bien comme il se doit. Donc on peut retourner tout ce qu'on veut, c'est à notre guise. On peut retourner une vue comme on peut le voir ici, on peut retourner tout un tas de choses. Alors, je n'ai pas besoin de ça, on n'est pas sur du PHP. Donc voilà, et puis ici, comme je disais tout à l'heure, on a donc le contexte ici qui peut être une fonction, soit une fonction, soit un string. Et ici, ce qu'on peut avoir, si je viens au niveau du type de cela, on a donc notre route handler à cet endroit-là, comme on peut le voir. On a donc le HTTP contract ici, ou alors un string. Par défaut, dans tous les contrôleurs qu'on a, il nous importe par défaut ici, c'est juste que c'est un commentaire en fait, le HTTP context contract ici par exemple. Donc je peux faire ici notre contexte, il peut être de cette façon-là, et puis je peux dire qu'il est de type ça en fait, comme on peut le voir. Par défaut, on aura tout un tas de choses ici. On peut avoir la requête en cours, on peut avoir la réponse, on peut avoir tout un tas de propriétés. Ici, on peut récupérer la session, l'utilisateur qui est connecté, ce genre de choses. Donc là, on peut donc enlever juste, laisser cette partie-là, et puis c'est la même signature que ici en fait. Donc pour éviter de saturer notre fichier de route ici, ce que je vais faire, donc je vais appeler ceci. Et puis, donc, si je refactor ça, je reviens ici au niveau de notre ice list route. Alors, c'est ice list route ici. On a donc notre route ici qui apparaît. Et on a donc la route ici de home, de welcome page ici qui apparaît également. Donc, ce que je vous propose ici maintenant, c'est d'utiliser la ressource en fait. Comme ça, on n'est pas obligé de déclarer notre route de façon singulière à chaque fois en fait. On peut donc utiliser ici route, resource, quelque chose comme ça, et puis comme ça, user controller. Donc si je reviens ici, on a donc la possibilité d'avoir toutes nos routes en fait ici. Donc comme on peut le voir, on a donc le user ID, edit et le put ici, le delete, ce genre de choses. Donc on a toutes nos différentes routes ici qui permettent de créer ici d'utiliser en tout cas une API REST, enfin pas une API REST, mais un formulaire ici REST, ce genre de choses.
Donc également, si on souhaite, peut-être qu'on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais en tout cas les paramétrages, parfois on n'a pas forcément besoin d'utiliser ici les ID ici, en tout cas de façon numérique. Si on souhaite utiliser une autre colonne, ce genre de choses, on peut donc changer également les paramètres ici. On peut donc faire param for quelque chose comme ça, et on peut donner ici notre ressource, dire que c'est notre user, et puis le param va faire le username par exemple. Si je fais ça, je vais juste tester, je ne suis pas sûr de cette partie-là. Alors, param for users peut-être. Alors, je ne sais plus. Voilà, c'est ça. For users ici, on donne donc le nom de la ressource ici, il va la prendre au singulier et puis par défaut, il fait une injection ici, une injection de dépendance ici de notre modèle, un binding en fait, pour utiliser nos différents modèles en fait. Donc là, on peut changer si on a un email ou un username, ce genre de choses, on peut donc utiliser cela directement ici. Et puis si on souhaite également utiliser, parce que là, il va juste utiliser username, on aura dans notre contrôleur ici quelque chose ici dans les param. À cet endroit-là, on aura juste un username ici, une colonne username, mais ce ne sera pas une instance de modèle en fait. Donc pour utiliser une instance par exemple, il faudrait qu'on fasse un user par exemple. On dit que dans ce user là, je veux que par exemple ce soit un code. Il me semble que c'est quelque chose comme ça pour avoir le binding en fait. Alors non, c'est pas ça, c'est quelque chose comme ceci, il me semble. Donc on va repartir dans la documentation juste pour être certain de cette partie-là. Donc ici, ce que je vous propose ici, si je viens au niveau de route, alors routing ici, on a donc tout un tas de choses ici qu'on peut faire. Normalement, on a les paramètres. À cet endroit-là, on peut les changer, ils peuvent être optionnels comme ce qu'on a également. Et ce qu'on peut faire également, on peut nommer les routes, ça il n'y a aucun problème. Déjà les routes qu'on a ici sont nommées, mais on a la partie binding ici qui m'intéresse, donc je vais modèle binding ici. Donc voilà, pour utiliser le modèle binding ici, il faut en fait injecter également le module de binding en fait. Par défaut, on n'en a pas, c'est pourquoi en fait je le voyais pas tout à l'heure. Donc ici, donc on a yarn add également ici pour ajouter le modèle binding ici pour pouvoir binder notre modèle en fait à cet endroit-là. Donc si je reviens au niveau de cette partie-là, il faudrait également qu'on le configure. Donc je vais lancer la configuration de cela, tac. Donc là, une fois le modèle il est injecté, ça devrait tout fonctionner. Alors là, je vais afficher les instructions dans mon terminal également. Il dit de rajouter ça c'est pour les modèles binding. In order for route model binding to work, you must register ça. Donc là, on va enregistrer un middleware à cet endroit-là dans notre fichier de kernel pour que ça marche. Comme ça, il va les traiter par défaut et puis injecter les différents modèles. Donc je vais aller dans le kernel ici rapidement. Et on a donc notre register middleware ici, quelque chose comme ça. Et puis là, normalement, on est bon. On a normalement notre modèle binding ici qui marche. Et puis, par défaut, on peut donc avoir quelque chose comme ça. Maintenant, on n'aura pas forcément besoin de mettre les trucs de parenthèse, ce genre de choses. On a juste à faire, par exemple, un post ici. Si je fais ça, par exemple, au niveau des routes, ici, j'ai juste à faire... Là c'est pour changer en fait la colonne qu'on utilise. Je pense qu'on peut la changer également à ces niveaux là. Voilà, c'est de cette façon là en fait qu'on peut le changer en mettant la colonne qu'on veut chercher par exemple dans la parenthèse. Donc c'est bien la bonne écriture en fait. Et puis on peut également changer comme sur Laravel hein, le route key binding ici, on peut le changer également comme on le souhaite. Donc si je reviens ici au niveau de la route list, donc on peut faire ice list route. On a donc le user, on utilise un code ou un truc comme ça. Maintenant ce que je vais faire, je vais juste remettre l'ID comme ça. On peut enlever cette partie là. Ça c'était juste pour montrer ici le modèle binding en fait. Donc là on peut avoir nos différents utilisateurs ici. Et non, plutôt je vais le rajouter, mais sauf que je vais laisser user, comme ça on a notre utilisateur qui sera injecté, comme on peut le voir. Et voilà, maintenant si je viens à ces niveaux-là, je vais juste enlever les param à cet endroit-là, parce qu'on n'a pas forcément besoin de param ici. On peut donc retourner à cet endroit-là notre users
Tac, si je fais ça, pour le moment, on retourne juste un Hello World. Et puis, on peut retourner si on souhaite un string ou on a également ici une instance de response ici qu'on peut utiliser en fait. Response pour quelque chose ici. Donc là, moi, c'est ce que je vais utiliser. Je vais faire donc un JSON ici. On peut retourner, disons, une vue par exemple. Une vue des utilisateurs. Donc ce que je vais faire ici, je vais récupérer tous les utilisateurs de notre application. Alors pour les utiliser, on va utiliser donc l'ORM Lucid ici, c'est un petit peu l'équivalent de Eloquence dans Laravel. On va donc utiliser le modèle utilisateur qu'on a créé et puis retourner tous les utilisateurs en fait. Donc là, c'est une promesse, bien entendu, donc on va faire un await. Et puis là, à ce niveau-là, ce qu'on peut faire ici, c'est de rendre ici... on peut ne pas passer sur la response ici. On a un view à cet endroit-là qu'on peut utiliser ici pour rendre une vue en fait. Donc on peut utiliser quelque chose comme ça. Le view renderer en fait. Donc si je fais ça, il va chercher dans le dossier de ressources une vue qui s'appelle user/index.edge, ce genre de choses, et puis il va essayer d'afficher la liste des utilisateurs. Ce que je vais faire, je vais copier notre page de welcome page ici pour dupliquer cette partie-là. Donc ce que je vais faire ici, je vais donc créer d'abord le dossier. Donc on aura users, et ensuite à l'intérieur, je vais copier ça, je vais coller à cet endroit-là, je vais mettre juste index. Alors c'est du texte. J'aurais bien aimé ici qu'on ait quelque chose qui ressemble. On n'a pas du HTML. Ça m'embête en fait. HTML peut-être. Il n'y en a pas. Parce que la coloration, j'aime pas trop comment il le XHTML. Ok, c'est pas grave. Ok, là on a du coup XHTML, mais c'est déjà pas mal pour l'affichage. Donc là, on peut donc afficher la liste de nos différents utilisateurs ici. Comme on a regardé au début, donc là, si je rafraîchis ici, on est donc dans notre route utilisateur. Je peux faire ici un paragraphe, lorem ipsum ici. On a donc notre utilisateur qui marche bien. Donc là, ce que je peux faire, alors je vais faire un h screen ici. Screen également à cet endroit-là, flex, justify, center et item center également. Donc là, je vais rajouter juste un container à l'intérieur en fait. Je vais faire mx auto. Voilà. Donc si je fais ça, je vais juste faire un border juste pour qu'on puisse voir. On a donc notre élément ici, et puis min, je peux faire h96 par exemple, ici. On a donc notre box à cet endroit-là, qui marche bien. Donc on peut avoir border, pink, je vais mettre juste 400, ici. Comme on peut le voir ici. Donc ce que je vous propose ici, au niveau des user controller, ici, on a donc notre liste des utilisateurs ici, c'est un tableau. Donc si je reviens au niveau de la documentation ici, on a une partie views et template, ici le rendering à cet endroit-là. Donc on aura plusieurs instructions, on peut le rendre de cette façon-là, qui va rendre en HTML de base. Et puis sinon, ce que je peux faire ici, c'est venir au niveau du data flow ici, et puis dans le truc à cet endroit-là, dans la partie loop, on peut donc ici explorer toute la liste de nos utilisateurs. Donc on peut avoir quelque chose comme ça à cet endroit-là. Pour le moment, je vais faire juste un UL et puis mettre le tout à l'intérieur. Donc là, je peux faire quelque chose comme ça par exemple. Alors, on n'a pas de username ici, c'est juste name qu'on a, donc je vais mettre name par exemple. Donc si je reviens donc au niveau de notre liste ici, on a la liste de nos utilisateurs à cet endroit-là. Je peux revenir au niveau de notre user database seeder peut-être, augmenter ce nombre-là, comme ça on a plein de données de test en fait. Ce que je vais faire c'est ice, migration, facesheet, et puis il va nous créer tout ça. Donc voilà, on a donc la liste de tous nos utilisateurs ici maintenant. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors je suis pas trop fan de ça. On va donc afficher en gros ici une liste de chaque utilisateur.
Et puis à l'intérieur, ce que je vais faire un CRUD ici qui permet un bouton d'édition ou ce genre de choses qui permet donc d'afficher la vue d'édition et comme ça on va tester également la validation ici des différentes requêtes, ce genre de choses. Donc là, ce qu'on peut faire dans cet élément-là, on peut avoir déjà, je vais mettre une bordure et puis je vais mettre un flex, justify between à cet endroit-là et item par contre, items center à cet endroit-là. Et donc là, on aura donc cette partie-là, juste notre email et utilisateur. Et puis à ce niveau-là, à gauche, on aura notre div ici. On va mettre un bouton d'édition et un bouton ici de route pour la suppression. À voir. Donc si je rafraîchis ça, alors pourquoi ça ne change pas encore? Alors user parent, user path, user edit. Donc là, c'est bien entendu le user edit ici qu'il faudra mettre en place ici. Donc le user ici, c'est notre user ici .id, quelque chose comme ça. Donc là, je peux également remettre cette partie-là ici. C'est un petit peu embêtant d'utiliser ça parce que c'est un petit peu embêtant franchement. Mais bon, c'est pas grave. Donc si je rafraîchis, on a donc la liste de tous nos utilisateurs là, on n'a pas besoin de cela ici. Donc voilà, et puis là je peux enlever cette partie de limitation de h ici, et même le border, on peut le virer. Et voilà, donc on a notre utilisateur ici. Pour le moment je vais juste enlever le delete ici, on va se focus sur l'édition. Et maintenant, ce qu'on peut avoir, c'est de créer une route de création de l'utilisateur et d'édition. Ce que je vais faire ici, je vais créer juste une route ici, create et edit. Tac. Je vais faire ici create.edge, quelque chose comme ça. Et je vais copier ce qu'on a dans le index ici et le remettre à cet endroit-là. Donc, ce qu'on a maintenant, c'est d'utiliser ici, alors, on a la possibilité donc d'avoir ici notre formulaire à cet endroit-là. Donc, on aura un form ici. Donc, method, on peut avoir donc post. Et j'aimerais bien par contre qu'on m'aide à autocompléter toute cette partie-là, si il veut bien. Donc là, on a notre name. Je vais juste faire ça. Le create, on n'a pas de value par défaut. On va laisser ça. Et même ça, je pense que je vais laisser. Input email. Et puis, je pense que password aussi, on s'en fout un petit peu. Et puis là, on est bon normalement. Donc si on fait ça, on peut accéder à la route normalement de création. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de mettre cette partie-là au niveau de notre create, à cet endroit-là de la section create ici. Ce que je vais faire, donc, je vais return ici la vue qui correspond à cela. Donc, pour cela, il faudrait qu'on récupère le contexte en fait ici. Donc, pour récupérer le contexte, chez HTTP context ici. Donc là, je peux récupérer le paramètre views et là faire view create. Là, normalement, on est bon. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Tac. Ce qu'on peut avoir d'autre au niveau de store, là, on reviendra tout à l'heure. Je pense que même le edit, on va pas le faire. On va pas le faire tout ça, je pense. On va juste se limiter là pour le moment. Et puis, on va faire la partie, le store aussi, le show aussi, on s'en fout un petit peu. On va se concentrer sur ça, comme ça, on ira plus en plus dans les détails dans d'autres vidéos si on souhaite avancer un petit peu sur des notions un petit peu poussées en fait. Donc là, on va rester sur la partie create ici. Maintenant, si je fais users, par exemple, / create ici, il va nous ramener vers cette page-là. Alors là, tac, si je vais dans la page de create, c'est bizarre qu'il
Si je fais ça, border, ok. En fait, il les affiche c'est pas très top, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Je vais faire donc un border ici, où je vais styliser plutôt le formulaire rapidement. Tac, tac, tac. Je vais faire un flex, call. Et voilà. Là, and save. Donc là, il va les mettre en colonne. Maintenant, ce que je veux faire, moi, c'est max width ici de 500 pixels peut-être. Et maintenant, je vais donner à chacun un bordure ici, juste pour qu'on puisse le voir. Tac, rapidement, en fait. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis là, je peux avoir un placeholder. Je sais pas pourquoi GitHub Copilot ne m'aide pas là, c'est embêtant. Placeholder email. Et ensuite, j'ai la partie email, password. Je sais même pas la password si on génère un truc. Ça, c'est juste pour tester, mais il faudrait qu'on le confirme également. Mais bon, pour le moment, on va rester sur quelque chose comme ça. Et puis, ce que je peux faire, donc, c'est de faire un gap de 2 peut-être. Et comme ça, on peut enlever cette bordure-là. D'ailleurs, ça, on n'a pas besoin. Donc, voilà notre formulaire. Là, je peux faire px de 3, py de 2. Et voilà. Donc, on a notre formulaire ici. Hello. Hello, email. Je peux donner mon adresse mail. Allez. Et là, on va utiliser un password. Use strong password. Et puis là, on aura notre bouton de create. Par contre, celui-là, on va faire bg indigo de 500 peut-être. Et texte white px de... on n'a pas besoin de px parce qu'il prend toute la largeur, mais un py de 3 par exemple suffirait. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas grave. Maintenant, ici, lorsqu'on renseigne ces différentes informations-là, on a envie de le soumettre dans une route, en fait. Et cette route-là, elle doit être donc la route d'action ici. Donc, ici, ce que je vais faire, donc, c'est la route d'action qu'on a définie à cet endroit-là. Donc, pour le moment, ce que je vais faire ici, c'est de faire juste list route à cet endroit-là. Alors, c'est pas artisan, c'est ace. List route ici. C'est sur cette route, en fait, de create plutôt, ici, qu'on utilise. Donc, pour cela, on va utiliser le nom, en fait, de la route, comme ceci. Tac, tac, tac. Donc, je vais revenir ici, tac. Je vais m'inspirer un petit peu de ce qu'on avait vu au niveau de edit ici. Donc, c'est route, et on donne le nom de la route, en fait. Donc, là aussi, je peux faire pareil. Je peux donner donc route ici, le nom de la route, donc c'est user store, et normalement c'est bon. Donc si je reviens ici, je rafraîchis, on verrait les différentes informations à cet endroit-là. Au niveau de notre formulaire, on voit bien que c'est slash user à cet endroit-là. Donc ça devrait continuer de fonctionner. Ce que je peux faire maintenant, c'est de revenir au niveau de notre contrôleur. Tac. Je vais revenir au niveau de notre user controller ici, et ça c'est le formulaire, et puis ça c'est la fonction ici qui rend lorsqu'on soumet ici les données. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est de faire un console log peut-être de cela. Je peux donc utiliser ici, au lieu de faire, je peux laisser le request. Donc là, je vais juste faire un console log ici, request all, pour voir toutes les informations qu'on aura récupérées. Donc ici, je vais revenir donc à cet endroit-là au niveau de notre serveur, l'instance de notre serveur qui a démarré. Donc là, hello. Je peux donc faire ça.
Si je fais ça, on a notre Hello World qui est bien rendu, mais là, on voit bien les différentes informations ici qui permettent de récupérer, qu'on a récupéré en fait depuis le formulaire. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est de faire une certaine validation au lieu de faire ici des if, else, ce genre de choses. On a donc un système de validation que Adonis nous offre déjà de base qu'on peut donc utiliser également. Donc pour cela, il faudrait qu'on crée... Alors, on peut passer directement ici au niveau du request validate, ici, quelque chose comme ça. Et puis passer sur quelque chose comme ceci, directement. Créer un schéma ici. De façon... alors, on aura donc un schéma ici et create quelque chose comme ça. On peut faire le tout à cet endroit-là pour valider notre requête, mais j'aime bien ici l'approche qu'on a comme sur de Laravel d'avoir cette approche de form request en quelque sorte. Donc là, c'est les validateurs qu'on a. Donc pour cela, je vais donc créer ici, alors je vais juste formater tout. Je vais créer ici un form request, en fait, un validateur, ici on l'appelle. Donc là, pour cela, c'est Ace. Ici, si je fais ça, on peut donc voir Make Validator à cet endroit-là. Donc je peux faire Ace Validator ici. Et ensuite, Create User. Et là, il va nous rajouter Validator. Il a une option ici pour dire juste si on prend exactement ça, ou il va rajouter ici le nom Validator. Donc là, pour cela, je vais donc revenir au niveau de app ici. On a la partie, un dossier ici qui s'appelle validator ici, comme on peut le voir, où il nous a rajouté ici notre fichier de validation. Donc à cet endroit-là, c'est là qu'on pourra donc définir nos différents specs de notre application. Donc ici, on peut avoir, au lieu d'avoir username ici, on peut avoir déjà notre name ici. C'est schema string. On a la partie email ici. Alors, on peut avoir également les rules ici pour dire, en fait, l'email déjà de base, c'est le type en fait de base. Et puis, si on souhaite rajouter d'autres règles maintenant à l'intérieur, c'est là qu'on spécifie maintenant si c'est de l'email ou forme alphanumérique, ce genre de choses. Donc là, déjà, on définit ça. Donc là, c'est bon, on est parfait là. Et puis, ce qu'on peut rajouter, on peut rajouter des règles ici, que l'email soit unique, par exemple, dans notre base de données, comme ce qu'on ferait, par exemple, sur le Laravel ou autre. Donc voilà. Et il me semble que la partie password, on peut également dire que il est confirmé, ce genre de choses. Mais bon, c'est pas grave. Je vais juste enlever ça pour le moment. Je vais laisser comme il est. Et puis au niveau des erreurs de validation ici, on peut donc spécifier ici, par exemple, dire que name is required si on souhaite changer, par exemple, les différents attributs, les différents messages, en fait, de façon spécifique. Donc on peut changer cela. Pour le moment, je vais laisser ça par défaut. Et on reconnaît ici un petit peu le contexte ici, si on souhaite notamment customiser cette partie-là. On peut également avoir des hooks à cet endroit-là qu'on peut customiser, le before ou le after la validation. C'est un petit peu l'équivalent de prepare for validation sur Laravel, ce genre de choses. Donc là, on va pas rentrer dans tous ces détails-là pour le moment. Ce que je vais faire maintenant ici pour notre requête, donc je vais faire un request validate ici. Validate ici, et je vais appeler maintenant ma classe, en fait, create user validation. Maintenant, cette requête-là, ce qu'elle fait, elle va juste nous donner ici un résultat, en fait, de data. Donc, on peut le voir ici. Dans ce data, maintenant, l'avantage qu'on a ici, maintenant, c'est que on peut utiliser, on a donc l'autocomplétion ici, par exemple, le typage, en fait, de ça. Si je survole ça, par exemple, on a donc toutes nos différentes propriétés qu'on a définies en fait dans notre validation ici. Donc on peut récupérer directement les types, on peut directement aussi les déstructurer si on le souhaite à cet endroit-là ici. Donc on peut avoir ici, on a l'autocomplétion qui marche bien, on a l'email, on a le password ici. Donc si tout marche bien, on aura toutes ces informations-là qui vont marcher également. Maintenant, ce qu'on va faire, on va donc créer notre utilisateur. Au lieu de faire ça, on peut faire directement user.create, quelque chose comme ceci. Et puis, normalement, c'est bon. Alors, pour la partie password, ce qu'on a, il faudrait qu'on le hache, bien entendu. Donc, ce que je vais faire, je vais changer cette approche-là, juste à cet endroit-là, ici.
Donc data ici, et puis je peux dire que par exemple data.password await, ici on peut utiliser donc notre hash à cet endroit-là. Donc hash, on utilisera l'injection des dépendances, make password, ce genre de choses. Et puis ensuite, on va donc rajouter cela dans notre data à cet endroit-là. Et puis là, on pourra donc soit rediriger ici, si je souhaitais, donc on aurait pu faire ici, injecter ici notre response à cet endroit-là, et rediriger response ici, et puis redirect maintenant. On peut donc le rediriger vers le show de notre utilisateur, mais bon, pour le moment, je vais le rediriger juste au niveau de user index, comme ceci, comme ça, on revient à cet endroit-là. Donc là, on n'aura pas besoin de notre user à cet endroit-là. Je peux enlever cette partie-là. Alors, il faut bien entendu avoir un await à cet endroit-là pour que ça marche. Parce que c'est un appel vers la base de données donc qui est asynchrone. Je pense que c'est tout pour cette partie-là, ce que je vais faire. Donc, si je rafraîchis ici, par exemple, je me demande s'il va aimer ça. Donc, voilà, on a donc notre utilisateur qui est juste là. Et puis, on n'a donc pas de edit ici, donc c'est pas très mal. Et puis, ce qu'on peut donc avoir d'autre, je pense qu'on a fait ici à peu près, on a vu à peu près ici les notions de base, on a vu la validation, on a vu les middleware ici, notamment pour l'injection des dépendances. On peut créer nos propres middleware si on le souhaite également. Alors, je reviens juste là au niveau du kernel. C'est à cet endroit-là, en fait, juste pour vous montrer. Ça, c'est les middleware de façon globale. C'est ce qu'on a utilisé ici pour l'injection de dépendances de façon globale. On a aussi un système de middleware ici qu'on peut nommer comme ceci, en fait. Donc, qu'on peut utiliser pour ici customiser cette partie-là. Par exemple, on peut dire que notre utilisateur, il doit être authentifié ou ce genre de choses. Comme ça, on crée notre middleware d'authentification, ce genre de choses ici dans notre application à cet endroit-là. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour cette partie-là. Et puis lorsque le middleware il sera donc défini, il faudra donc venir à cet endroit-là. On peut donc le mapper à cet endroit-là également, dire que notre middleware il est défini de cette façon-là, ce genre de choses. Ou alors de façon globale à cet endroit-là, ici. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On n'a pas, je pense qu'ici c'est peut-être le binding qui reste juste un petit truc rapidement. C'est le show. Ici, on a le formulaire ici qui demande ça c'est la demande du formulaire, ça c'est la création de l'utilisateur. Je vais faire un show rapidement en fait, comme ça pour qu'on puisse voir rapidement ici l'utilisateur. Donc comme on peut le voir ici, le use param user ici, au lieu de faire ça par exemple nous-mêmes de façon manuelle, ce qu'on peut faire c'est d'utiliser le bind. Parce qu'on a déjà fait un setup de notre application. Donc on peut donc utiliser notre bind ici, ça vient donc du module d'admission route model binding ici, quelque chose comme ceci. Et puis au lieu de le récupérer donc au niveau de notre param ici, comme si c'était un paramètre de route, je peux enlever toute cette ligne-là et puis mettre juste après notre injection de dépendance ici, je peux faire ici user et puis donner le type à cet endroit-là. Comme ça continuera de fonctionner comme il se doit. Et puis le paramètre, il n'est pas utilisé, donc on peut enlever ça. Et ce que je vais faire donc rapidement, c'est de créer cette route-là directement. Donc ici, je peux venir au niveau de Views, Users, et là, créer la route de Show. Quelque chose comme ça. Et au niveau du create ici, je vais donc tout copier. J'aurais dû faire un layout, mais bon, c'est pas grave. Ici, ce qu'on peut faire, tac. Bon, je vais réutiliser pareil s'il faut. Allez, je vais enlever ça. Je vais faire juste un div. Et là, ou alors, ok, je vais faire un div. Et puis afficher peut-être ces différentes informations. Ok, ben là ça me va.
Donc on peut faire quelque chose comme ça. Au lieu de faire l'edit directement ici, on peut faire un show. Donc je vais venir au niveau de notre liste ici, faire un show en fait de l'utilisateur. Tac. Show. Et là, ce sera donc show de l'utilisateur. Et normalement, il va nous rediriger vers la route de show. Par contre, comme on avait vu dans la liste des contrôleurs ici, donc c'est Ace Route List ici. En fait, là, il nous affiche toutes les routes, mais si vous avez bien remarqué, on a supprimé certaines routes en fait dans notre classe, ce qui implique qu'il y a certains qui ne vont pas forcément marcher. Donc, si on souhaite faire une exception ici au niveau des routes qu'on utilise, on peut dire par exemple utiliser ici n except ici, puis donner les routes qu'on ne veut pas en fait afficher, par exemple le destroy. Et puis on a également le update, il me semble. Update également, on peut faire quelque chose comme ça, et le edit par exemple, ce genre de choses. Donc là, c'est des méthodes qu'on peut donc utiliser pour ici spécifier uniquement les routes qu'on veut utiliser ou pas. On peut également avoir l'effet inverse pour dire que c'est uniquement les routes only qu'on souhaite faire. Si on était en version API, on aurait dû juste faire le API only, comme ça on n'aura pas les méthodes de vue en fait. Donc là, ça me va au niveau de update et delete. Et normalement, on est bon. Donc là, on peut, comme on peut le voir, tac. Je fais pas ça. Donc là, comme on peut le voir, tac. Là, il nous a viré ici cette partie de destroy à cet endroit-là, et puis le put ici, et le patch, il nous a enlevé également. La partie edit, je pense que je vais la virer aussi, mais bon, on a compris un petit peu le concept, c'est pas le but de la vidéo. Donc là, on a le show qui marche maintenant. Donc si je fais ça, je peux aller dans la méthode show ici. Voilà. Alors là, on a enlevé la méthode, donc je vais revenir ici au niveau des routes, à cet endroit-là, pour enlever le edit également. Et puis dans la vue, donc je vais faire return ici. Pas besoin à cet endroit-là, donc je vais juste faire index. Voilà, tac. Ça c'est le show, return back. Et puis là, on a la liste de nos utilisateurs. Et voilà, à peu près c'est ça. On a donc vu la partie validation, on a vu, on n'a pas vu encore l'authentification, mais je pense qu'on a compris un petit peu le concept des choses, comment ça fonctionne au niveau des Adonis. Et puis il y a un autre composant qu'on devrait juste frôler rapidement. Et puis s'il y a suffisamment de gens qui sont intéressés, on fera une playlist pour aller beaucoup plus en détail sur ces différents éléments. Mais c'est la composante en fait des commandes en fait. Pour ici utiliser l'invite de commande en fait, ici comme pour artisan comme on avait au niveau de Laravel. Donc là aussi rapidement on a donc le Ace ici. Si je fais juste Ace, on a le make command normalement ici qu'on peut utiliser. Donc je peux faire Ace make command, et puis là on peut donner create user command par exemple. Si je fais ça, il va me créer une commande ici, et j'aurai donc une signature, ce genre de choses comme pour Laravel. Et puis là, il faudra donc qu'on définisse dans le run ici, qu'on définisse ici la logique derrière cette commande-là. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Donc si je fais Ace... il me semble qu'il faudrait qu'on définisse, voilà, on voit bien que notre commande ici, et puis parfois, si par exemple la commande, elle a besoin ici de refresh l'application, ce genre de choses, de charger le contexte de l'application, on a donc ce contexte-là à mettre en place, et puis ça permettra donc de charger tout le contexte de l'application pour pouvoir le gérer. Et voilà, donc je pense qu'on a fait donc le tour de cette partie-là. Donc, s'il y a suffisamment de gens qui sont intéressés pour Adonis.js, ce sera avec plaisir de faire une vidéo. Comme ça, je fais pas une playlist pour rien, en fait. Et puis, dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse. Et comme ça, on pourra faire peut-être d'autres reviews aussi, comme Nest.js ou même Nuxt aussi. Il y en a certains qui m'ont demandé de faire une playlist sur du Nuxt.
Comme ça, on verra si le temps nous permet de faire cela, en fait. S'il y a suffisamment de gens, bien entendu, qui sont intéressés. Si cette vidéo, elle vous a plu, je vous invite à la liker et à me dire en commentaire ce qui va ou ne va pas. Comme si vous avez également des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, on se retrouve donc à la prochaine. Ciao.